Les documents que nous allons vous présenter avec Ignazio Alessi et Gavino Scala touchent à l'histoire de la diplomatie au Moyen-Âge. Ce sont des textes qui ont été rédigés par ou pour des ambassadeurs entre le XIIIe et la moitié du XVIe siècle. Ces documents sont précieux car ils nous permettent de reconstituer et de comprendre les conditions dans lesquelles se sont peu à peu définies des normes et des pratiques en lien avec l'activité diplomatique. Tout au long de son histoire, la diplomatie a connu des transformations considérables. Peu à peu, les techniques se sont affinées jusqu'à devenir un métier, un véritable art de la diplomatie. À l'échelle de cette longue histoire, il vous paraîtra peut-être surprenant que nous nous intéressions à la période du Moyen Âge, que l'on situe traditionnellement entre le 5e et le 15e siècle. Il se trouve que cette période est justement particulièrement intéressante. À la fin du XIIe siècle, en Occident, on observe en effet le début d'une réflexion nouvelle sur la figure de l'ambassadeur, qui se dote peu à peu d'un statut juridique à part entière. On assiste à l'émergence d'un effort réflexif inédit. Des diplomates se mettent à réfléchir et surtout à mettre par écrit leurs réflexions sur les risques de leur métier, sur les conséquences de leurs actions et plus généralement encore sur la compréhension même de ce qu'est et devrait être l'activité diplomatique. C'est précisément ce que nous souhaitons vous présenter à travers 3 textes que l'on peut désigner comme des traités d'ambassadeurs. Ces 3 traités nous permettent de retracer quelques-unes des étapes essentielles de ce long processus de maturation qui a contribué au développement de normes, mais aussi de pratiques destinées à être reconnues de tous et dont les usages ont persisté sur la longue durée. Ces 3 traités que nous allons vous présenter s'inscrivent dans un corpus de textes plus large de traités sur les légats ou ambassadeurs. Un type de texte considéré comme un genre littéraire en soi depuis le XVIIe siècle. Aujourd'hui, 12 traités d'ambassadeurs ont été inventoriés, rédigés entre le XIIIe et le XVIe siècle. Parmi ces 12 traités retenus, une attention particulière sera portée aux traités pionniers et innovants, que vous voyez ici soulignés en jaune, de Guillaume Durand, de Bernard de Rosiers et d'Ermolao Barbaro. Ces traités sont une source de premier ordre pour l'étude de la diplomatie au cours des derniers siècles du Moyen Âge et au début de l'époque moderne. Et pourtant, ils ont encore été très peu étudiés. Seules une minorité ont fait l'objet d'éditions modernes. La grande majorité de ces textes sont soit repris dans d'anciennes éditions, comprenant souvent de nombreuses erreurs et lacunes, soit totalement inédits. On s'y est peu intéressé car on associe encore souvent cette littérature à des textes très formels, à un langage juridique ardu, voire ennuyeux. Nous voulons précisément montrer que, au contraire, ces traités sont d'intéressants et précieux témoins de l'expérience de leurs auteurs et de leur engagement pratique dans des situations concrètes. Nous nous intéresserons à ces textes avec les intentions suivantes. Nous chercherons en effet à tracer l'expérience personnelle des auteurs, parfois volontairement effacée, dans ces traités. Nous chercherons à comprendre comment et pourquoi ces auteurs deviennent conscients de leur savoir-faire et souhaitent le formaliser. Nous étudierons les différentes étapes de rédaction de ces traités par l'étude de leur diffusion manuscrite. Les questions principales que nous nous posons peuvent être formulées ainsi. Quelles sont les personnes, quelles sont les circonstances qui contribuent à la genèse de réflexions spécifiques sur le légat et l'ambassadeur? Comment se déroule l'élaboration d'une formalisation juridique dans un contexte historique donné? Sous quelle forme matérielle celle-ci circule-t-elle? Et finalement, quels sont les liens entre les modèles normatifs et la réalité des faits historiques? Le Speculum Legatorum est un traité juridique médiéval rédigé par le juriste français Guillaume Durand vers 1279. Il s'agit du premier traité entièrement dédié à l'étude de la nature et des pouvoirs des légats pontificaux. Dans l'œuvre, Durand formule également les principes généraux
de ce qui deviendra les droits d'ambassade et qui inspireront nombre d'auteurs après lui. Étant donné les caractères fondateurs de ce traité, il importe de saisir les circonstances politiques et diplomatiques qui conduisirent à sa rédaction. Quels liens s'opéreront-ils entre les modèles normatifs présentés par Guillaume Durand et la réalité du terrain qu'il expérimenta lui-même? Nous tenterons de répondre à ces questions et observerons comment ce dernier, après avoir mentionné explicitement son expérience dans son Speculum Legatorum, l'efface dans la version successive de son traité intégré au Speculum Judiciale. Guillaume Durand, également appelé spéculateur ou l'ancien pour les distinguer d'un nouveau homonyme, naquit à Pumisson, une petite ville du diocèse de Béziers, dans le sud de la France, vers 1230. Il mourut à Rome le 1er novembre 1296, fut enterré dans l'église dominicaine de Santa Maria Supra Minerva. L'épitaphe sur sa tombe fournit les principales informations sur sa vie. D'autres informations sont données par l'auteur lui-même dans le Speculum Judiciale et dans le Speculum Legatorum. Il étudia en France et en Italie. À Bologne, il compléta ses études de droit sous la direction de Bernard de Parme et obtint le titre de Doctor Decretorum. Il entame alors une carrière variée qui l'amène à occuper des postes importants dans la curie papale et à devenir évêque de Mende. Guillaume Durand fut un juriste prolifique qui traitait à la fois du droit civil et du droit canonique. Son chef-d'œuvre est le Speculum Judiciale, le manuel de procédure civile par excellence, qui connut une énorme fortune dans les siècles suivants. Il était également un excellent liturgiste et consacra 2 ouvrages à ce sujet. Comme mentionné, l'œuvre à laquelle nous prêterons attention est le Speculum Legatorum, le traité sur les légats apostoliques. Pour comprendre l'importance du Speculum Legatorum, il faut tout d'abord souligner la centralité des légats pontificaux au Moyen Âge. À cette époque-là, l'Europe était entièrement chrétienne, unifiée d'un point de vue religieux, bien que politiquement divisée. Il y avait l'Empire, il y avait des royaumes, il y avait des villes autonomes. Mais tous étaient catholiques, tous étaient fidèles, y compris les souverains. Depuis que les papes ne pouvaient pas être physiquement présents dans toute la chrétienté, mais il était engagé dans un effort de centralisation du gouvernement de la chrétienté, il déléguait les affaires ecclésiastiques à ses agents, appelés génériquement légats. Au cours du Moyen Âge, différents types d'agents pontificaux se développèrent. Tous étaient dotés, dans une mesure plus ou moins grande, de très forts pouvoirs d'administration et de juridiction sur les églises locales dans la province de destination. Nous retrouvons les légats en Europe tout au long du Moyen Âge pour administrer la justice, consacrer les évêques et gouverner les églises locales. Quelle est la place de Guillaume Durand et de son Speculum Legatorum dans ce système d'administration de la chrétienté européenne médiévale? Comme dit, les légats étaient principalement chargés de missions gouvernementales, parfois des négociations. À partir du XIIIe siècle, les légats furent choisis parmi les cardinaux. Comme beaucoup d'entre eux n'étaient pas experts en matière juridique, ils choisissaient des collaborateurs experts en droit. Et ces collaborateurs accompagnaient les légats pendant leur mission. Et c'est là que nous trouvons Durand, qui fut le conseiller juridique du cardinal Latino Malabranca, envoyé en tant que légat par le pape Nicolas III dans la région située entre Bologne et la Romagne. La mission dura du 1278 au 1280
et visait à la fois à rétablir la paix entre Guelfes et Ghibellins et à prendre possession de ces territoires donnés au pape par Rodolphe d'Habsbourg. Les problèmes qu'il rencontre une fois sur place sont nombreux. Les légats représentaient à la fois symboliquement et juridiquement les papes. Mais qu'est-ce que cela signifiait en pratique? Les légats pouvaient-ils exercer tous les pouvoirs du pape dans la province où il est envoyé? Y avait-il des limites? Par exemple, les légats pouvaient-ils convoquer un synode d'évêques locaux? Pouvaient-ils excommunier quelqu'un? Pouvaient-ils administrer la justice en remplaçant les évêques dans les tribunaux locaux? Pendant la mission, Durand rencontre ces problèmes et comme il est l'expert juridique, il est chargé de trouver une solution pour permettre au cardinal latino d'accomplir ses tâches. Durand comprend que les sujets de légat étaient peu clairs et mal définis dans la science juridique de l'époque. Il est vrai que des juristes avaient déjà traité la question, parmi lesquels figurait son maître, Henri de Suze, cardinal d'Ostie, connu sous le nom d'Ostiensis, qui rédigea en 1253 une rubrique intitulée De Officio Legati dans sa Summa Aurea, et que Durand appelle toujours mon maître, Dominus Meus. Mais Durand souhaite un texte qui soit utile à la pratique, un manuel d'instruction, quelque chose qui puisse être utilisé par tous les légats et leurs collaborateurs pendant leur mission. Alors il prend la décision d'écrire un traité pour donner une exposition claire de la nature et des pouvoirs des légats du pape. C'est ainsi que naît le Speculum Legatorum. Durand destine son traité à Latino Malabranca. Le cardinal légat est son premier destinataire, comme on peut le lire dans les prologues. Il faut remarquer que dans plusieurs passages du Speculum Legatorum, Durand rapporte des éléments concrets de la réalité qu'il expérimente sur le terrain, notamment les difficultés que Latino Malabranca rencontre dans sa mission. Il évoque également les discussions échangées avec lui et les conseils qu'il lui prodigue. Mais il faut tout d'abord remarquer qu'il ne s'agit pas d'une chronique de la légation de Latino. En effet, Durand souhaite donner une portée universelle à son traité. Il réalisera réellement cette ambition lorsqu'il intégrera le Speculum Legatorum à son traité les plus importants, les plus répandus et les plus connus, le Speculum Judiciale, un traité sur les procès judiciaires qui deviendra le manuel de base de la procédure civile pendant tout le Moyen-Âge et même au-delà. Dans le Speculum Judiciale, le Speculum Legatorum forme deux chapitres distincts intitulés De Legato et De Dispensationibus. Le point qui rend l'étude du texte intéressante et en même temps compliquée est que Durand insère le Speculum Legatorum dans le Speculum Judiciale, avec des modifications. Il supprime toute référence à la légation de Latino Malabranca et il élimine tous les cas pratiques mentionnés, sauf quelques rares exceptions. Il élimine tous les exemples concrets pour ne laisser que les discours normatifs, théoriques et abstraits. Par conséquent, le Speculum Legatorum originel renferme un texte différent de celui contenu dans le Speculum Judiciale. Mais depuis que le Speculum Judiciale est devenu le manuel des procédures civiles les plus utilisés au Moyen-Âge, le Speculum Legatorum, dans sa version originelle, fut pratiquement oublié. C'est la version contenue dans le Speculum Judiciale, moins complète, que l'on trouve généralement mentionnée dans la littérature secondaire. Pour cette raison, le contenu du Speculum Legatorum, mais également son contexte de rédaction, ont retenu jusqu'à présent l'attention d'un nombre limité de chercheurs. Le traité est encore inédit et il n'existe aucune étude paléographique
codicologiques ou même historiques et juridiques sur ces textes. Pourtant, nous avons au moins 5 manuscrits de ces traités. Les des plus anciens, conservés à Laon et à Séville, ont été rédigés à une date proche du moment des publications originelles. Celui de Laon au XIIIe siècle et celui de Séville au XIVe siècle. Tandis que les 3 autres, conservés à Tolède, à Rome et à Saragosse, sont les plus tardifs et datent du XVe siècle. Les manuscrits les plus fiables semblent être celui de Tolède, et c'est sur celui-ci que sera réalisée l'édition du texte. Ces 5 manuscrits présentent les mêmes contenus, à savoir un texte divisé en 2 parties, portant respectivement sur la légation, appelée de legato, se composant de 8 chapitres, puis sur les dispenses, appelées de dispensationibus, se composant de 11 chapitres. En outre, il convient de mentionner les manuscrits du Speculum Judiciale conservés à la Bibliothèque nationale de France à Paris, dont certains pensent qu'il fut écrit sous la supervision de Durand, et ils ont suggéré que les glosses dans les marges sont de Durand lui-même. Il s'agit d'un manuscrit très utile, puisqu'il contient, comme mentionné, le Speculum Legatorum intégré dans l'œuvre majeure et donc modifié. En ce sens, une comparaison avec ces manuscrits est nécessaire, car elle fournira des éléments importants sur l'élaboration et la transmission du texte. Je vais terminer en illustrant les étapes de la recherche en cours. Il faut faire tout d'abord un important travail pour retracer les origines du manuscrit et pour en définir l'histoire, lieu de production, propriétaire, provenance, circulation, etc. En même temps, il faut poursuivre les recherches dans les bibliothèques et archives pour vérifier si d'autres manuscrits existent. Ensuite, il faut comparer les textes contenus dans les manuscrits afin de reconstituer les étapes de rédaction du Speculum Legatorum et observer quel contenu Durand retient lorsqu'il intègre les textes dans son Speculum Judiciale. À cet égard, comme mentionné, une comparaison doit être faite avec les manuscrits du Speculum Judiciale conservés à la BNF de Paris. Quel est le but de la recherche? Il est double. D'un point de vue philologique, la recherche vise à fournir une édition complète du texte. D'un point de vue historico-juridique, une connaissance du Speculum Legatorum est essentielle pour comprendre le lien qui s'opère entre expériences vécues et discours normatifs. Il s'agit notamment de vérifier la manière avec laquelle s'élabore une pensée formalisée en passant par l'étape d'abstraction d'une réalité concrète. L'importance du Speculum Legatorum réside dans le fait qu'il constitue la plus importante synthèse de la doctrine canonique sur la nature et les pouvoirs du légat pontificaux au Moyen-Âge. Il est aussi un outil important pour vérifier l'interaction entre l'expérience et la théorie, entre la pratique et le discours normatif. Ce n'est pas un mystère que toute la théorie juridique sur les légats pontificaux influença le développement du droit séculier sur les droits d'ambassade élaborés au cours des siècles suivants. C'est pourquoi la remise en lumière du texte de Durand s'inscrit dans la nécessité de combler cette lacune de l'histoire du droit et de montrer l'influence du droit canonique sur le développement du droit international. Canoniste de formation, né à Toulouse, Bernard de Rosiers, né en 1400, mort en 1475, étudie et enseigne à Toulouse, où il est nommé archevêque. Ses intérêts multiples liés à la scène ecclésiastique et diplomatique du sud de la France lui donnent une énorme importance qui l'amène à intervenir aussi dans le débat historico-politique de son temps, notamment au service du roi de France, Charles VII. En juillet 1427, il est docteur en décret et chancelier de l'église de Toulouse quand le cardinal Pierre de Foix l'Ancien
le prend pour une difficile légation auprès du roi Alphonse V d'Aragon, amenant à la rénonciation de l'antipape Clément VIII et à la conclusion officielle du schisme d'Occident. Cette mission et ses suites retirent le nouveau chancelier plus de 3 ans hors de Toulouse, et elle voit un jeune Bernard dans les vestes de secrétaire chargé de rédiger un véritable journal de la légation. Les Acta Legationi sont transmis par 7 manuscrits et ensuite publiés partiellement dans une édition du XVIIe siècle. Toutefois, il faut se référer directement aux manuscrits des archives du Vatican pour une étude détaillée parce que ce manuscrit est une copie directe de l'original comme démontre Erle. C'est en particulier son activité d'ambassadeur liée à cette mission qui représente l'objet de nos recherches, dont une des buts est d'éditer le traité qu'il rédige quelques années après la légation, sur la base de son expérience et qui prend le nom d'Ambasciatorum Brevilogus, un manuel sur les ambassadeurs séculiers qui mélange son expérience directe et personnelle et ses connaissances diplomatiques, juridiques et politiques. Il est particulièrement intéressant de mettre en rapport ce manuel et les Acta Legationis afin de comprendre s'il y a des contenus qui passent des registres et des actes de la mission au chapitre de son manuel sur les ambassadeurs. À ce propos, l'article de Erle est fondamental parce qu'il nous donne des informations sur ce journal d'ambassade. Ce texte apparaît comme un véritable carnet de bord. La mission près du roi Alphonse commence le 8 janvier 1425, mais notre Bernard sera convoqué qu'en juillet 1427. En effet, la première partie de ce journal est une histoire des événements survenus dans ces premières années, alors que Bernard se trouvait à Toulouse. Dans cette partie, on remarque plutôt la capacité de Bernard de raconter d'une façon très fidèle l'avancement de l'ambassade. Il se montre aussi très scrupuleux en copiant les actes officiels des échanges entre la légation et l'entourage du roi. On peut donc considérer cette première partie comme le reflet indirect de l'expérience de notre ambassadeur, qui est nommé dans le manuscrit pour la première fois qu'au folio 50. La seconde partie, qui couvre les années 1427-1430, écrite avec toute la fraîcheur et l'anecdote d'un témoin oculaire, suscite un intérêt autrement plus grand et montre le talent de Bernard pour la narration historique. Évitant totalement les excursus rhétoriques et moraux si fréquents dans le récit de l'époque, il sait captiver ce lecteur en présentant dans un langage simple mais chaleureux les souffrances et les vicissitudes, le combat et les victoires les plus intéressants de son maître. À cela s'ajoute le fait qu'il a honnêtement intégré, même pour cette partie avec un tact historique correct, toutes les pièces d'actes concernant la légation dans leur intégralité. Il n'y manque donc aucun des éléments qui peuvent être exigés d'une source historique de premier ordre. En effectuant une étude synoptique sur les deux textes, les Actes et le Brevilogus, on note des points de contact entre les deux. Ça démontre que son expérience directe se mélange avec la prose du manuel. Comme on le voit dans l'exemple, la formule venire obviam eidem domino legato, c'est-à-dire aller à la rencontre de l'ambassadeur, on la retrouve exactement aussi dans l'Ambasciatorum Brevilogus, dans le chapitre 9 sur la façon d'accueillir les ambassadeurs. En plus, quand la dignité des personnes qui envoient les ambassadeurs est élevée, dans ce cas le pape, il faut aller à la rencontre personnalité en personne. En effet, le roi Alphonse d'Aragon se dirige personnellement pour accueillir le cardinal Pierre de Foix, comme notre Bernard nous raconte. On souligne aussi d'autres détails, comme le modus iocundus. Cet adverbe du Brevilogus correspond à la pratique à accueillir l'ambassadeur
à l'entrée de la cité de Valence avec le son des trompettes et le tir des arbalètes. En outre, pendant sa carrière, il se rapprocha de la personne du comte d'Armagnac, Jean IV. Selon Patrick Arabert, dans des articles des premières années 90, c'est en 1435 que le comte lui chargea de rédiger une consultation pour rétablir l'alliance contractée 10 ans plus tôt avec le roi de Castille et qui fit l'éloge donc des deux princes et de leur dignité. C'est à l'intérieur de cette commission que se situe l'écriture de l'Ambasciatorum Brevilogus, probablement exécutée en 1435. Cette œuvre sera inclue dans un recueil daté 1465 qui s'ouvre avec le traité Miranda de Laudibus Francae, une sorte d'opuscule de propagande. Aujourd'hui, nous conservons ce recueil dans le manuscrit de la Bibliothèque nationale de France de Paris sous la cote latin 60. Selon Arabert, la production de ce manuscrit orné avec une belle décoration fut commanditée et surveillée directement par Bernard Desrosiers. Donc, il y a une certaine autorité du point de vue philologique. Ce manuscrit qui contient des autres textes de Desrosiers, parmi lesquels on trouve un Liber Armorum aussi, renferme tous les écrits qui se rapportent aux interventions du prélat dans les affaires du royaume. Il est essentiel pour nos recherches parce qu'il est le seul témoin qui nous transmet l'Ambasciatorum Brevilogus, était donc la base pour l'édition critique. Ce texte, avec des autres traités sur les ambassades, a été déjà publié en 1906 par Vladimir Rabar, mais cette édition apparaît problématique dans certains lieux et manque aussi d'un commentaire. L'édition critique au programme exécutée selon les critères philologiques modernes pour ce qui concerne les textes médiévaux prévoit un riche commentaire pour expliquer la difficile prose latine de Desrosiers, mais aussi pour situer l'Ambasciatorum dans la production de son auteur et pour l'insérer dans le cadre des traités sur les ambassadeurs. C'est avec Desrosiers qu'on trouve pour la première fois l'instance sur le rôle public de l'ambassadeur séculier. Son ouvrage est en effet considéré comme le premier texte théorique sur les ambassades et sur la figure du diplomate. Toutefois, c'est inévitable de mettre en relation sa production et ses réflexions avec son illustre président Guillaume Durand et son Speculum Legatorum. Pour la première fois, Desrosiers désigne en effet l'ambassade comme un officium publicum, qui pas seulement donne excellence et honneur à celui qui le remplit, mais vise le bon gouvernement des hommes, parce que les ambassadeurs s'attachent à poursuivre l'utilité commune et leur action produit plusieurs bénéfices à la chose publique en général. Construit autour d'une succession de 30 chapitres annoncés dès l'introduction, le traité s'intéresse à l'environnement institutionnel de l'ambassade, dignité des mandats et des mandataires, façon de procéder, instruction, lettres de créance, mais aussi au comportement de l'ambassadeur, discrétion, concertation, prudence, donc sa dimension psychologique. Enfin, une série de chapitres définissent l'honneur, mais aussi les privilèges, les prérogatives et les immunités qui leur sont accordées. Il faut remarquer que l'ouvrage ne comporte aucune citation ni référence. Elle est plutôt un opuscule personnel et direct et se propose de ramener l'activité diplomatique dans ses limites de légitimité, afin que grande hoc officium ne vilescat. On y trouve également des réflexions sur la parole, sur l'art de s'exprimer et donc sur la rhétorique. Dès le début, l'attention de l'archevêque de Toulouse vers l'aspect linguistique est claire. Il essaye aussi d'établir l'étymologie du terme ambassadeur dans le premier chapitre. Probablement, la règle était d'envoyer 2 ambassadeurs à la fois, qui avaient le même droit de négocier et avancer simultanément.
Donc, le terme ambassadeur pourrait découler du mot latin ambo, c'est-à-dire deux. La deuxième hypothèse est plus technique. L'ambassadeur pourrait être nommé dans cette façon parce qu'il est le promoteur et l'acteur de la paix, pagis actor. Donc, c'est lui qui met fin aux dissensions et aux désaccords, en latin ambigua. La troisième hypothèse renvoie par contre aux aspects pratiques de l'ambassadeur et littéralement à sa marche, sa route. Il est tenu à se déplacer et à voyager auprès de différents États ou royaumes. Et il ne peut pas s'arrêter ou retirer le pied même si le terrain est plein de difficultés. Il semble donc ambire videtur accem orbis, c'est-à-dire il voyage dans le monde et semble tourner autour du sommet du monde. Il définit aussi le terme ambaxiator, considéré comme un terme moderne, et établit une équivalence entre ambaxiata et legatio, qui, à son sens, désignerait le même officium, tout en précisant que, dans l'usage des modernes, le deuxième terme est normalement réservé aux envoyés du Saint-Siège. À ce propos, il faut aussi souligner que Jean Toulousan écrit aussi un Tractatus de potestate legatis a latere, datable des années 1427-1433. La datation se déduit de la fonction sous laquelle se présente l'auteur, chancelier de l'Université de Toulouse, responsabilité que Desrosiers exerça durant cette période. Ce traité, on le lit dans un manuscrit conservé à la bibliothèque du Vatican et il demeure inédit. Il représente en quelque sorte le pendant ecclésiastique de l'Ambaxiatorum Brevilogus. Il faut donc mettre en relation ces différentes sources et vérifier les deux typologies de traitement en tenant compte du fait que le Tractatus semble renfermer beaucoup plus de références juridiques que l'Ambaxiatorum et qui renvoie aux principales sources du droit médiéval. Mais la question reste à vérifier et on peut avoir des informations plus certaines après une étude synoptique de deux textes. En guise de conclusion, soulignons que l'Ambaxiatorum Brevilogus représente une importante étape dans le genre littéraire des traités sur la figure de l'ambassadeur et il sera un modèle pour tous les auteurs modernes qui s'occuperont ensuite d'ambassade. Au-delà de l'aspect diachronique, il faut lire ce texte en relation avec la production de Bernard Desrosiers, en particulier les Acta Legationis et le Tractatus de potestate legatis, pour avoir une vue d'ensemble détaillée sur la pensée du canoniste pour ce qui concerne la figure de l'ambassadeur, soit dans le sens général du terme, soit dans son acception spécifique de légat. Comme vous avez pu le constater, il est tout à fait fascinant d'observer dans ces traités comment leurs auteurs s'engagent dans un effort de réflexivité inédit basé sur l'observation directe de leurs pratiques diplomatiques. C'est précisément ce que fait l'ambassadeur vénitien Ermolao Barbaro dans son De Officio Legati, probablement écrit au printemps 1489, lorsqu'il évoque les qualités de l'ambassadeur. Ermolao Barbaro est une figure marquante de l'humanisme italien de la seconde moitié du XVe siècle et représentant parmi les plus emblématiques de la diplomatie vénitienne. Dans son traité, il cherche à définir et à concilier les qualités morales et les compétences indispensables au métier d'ambassadeur. À la lumière de sa propre expérience, les ambassadeurs se distinguent désormais des autres envoyés diplomatiques. Ils ne sont plus de simples porte-parole, mais se voit chargé d'un office qui exige un savoir-faire et un savoir-être spécifiques. Dans cet opuscule, Ermolao Barbaro n'adopte pas une approche d'ensemble à la manière de Bernard Desrosiers, mais après avoir défini l'office de l'ambassadeur, il formule toute une série de conseils pratiques assez ponctuels pour lesquels il fait par ailleurs constamment référence à son expérience personnelle, aussi bien comme envoyé aux côtés de son père Zacharia dans sa jeunesse,
que comme ambassadeur en titre. Le De Officio Legato témoigne d'un processus complexe qui s'opère autour de cette large activité spécifique, la diplomatie, qui est en passe de devenir une institution structurelle, en Italie d'abord, puis dans le reste de l'Europe. Hermolao considère l'ambassadeur comme un officier public, délégué pour une mission non plus ponctuelle, mais de longue durée, qui ne dépasse toutefois en général pas plus d'une année. L'action de l'ambassadeur ne vise plus seulement l'utilité commune, mais vise désormais à servir les relations entre États. Au moment où Hermolao rédige ces lignes, l'ambassadeur résident existe déjà, mais la pratique ne s'est pas encore généralisée. Elle n'est d'ailleurs pas admise partout. En France, par exemple, le roi Louis XI se méfie de ces hommes qu'il perçoit comme de potentiels espions. Hermolao ne mentionne d'ailleurs pas le terme de résident. Il laisse toutefois entendre qu'une forme de professionnalisation du légat autour de l'idée d'un officium legati est en train de s'opérer sans rupture avec les pratiques habituelles. En désignant les fonctions de l'ambassadeur, qui consistent à rétablir la paix, à nouer des alliances, Hermolao se réfère ici au système des ambassades ad hoc, qui sont composées en fonction des circonstances, ponctuelles et provisoires. Une pratique politique très répandue dans l'Occident et qui s'est d'ailleurs perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Comme d'autres l'ont fait avant lui, mais de manière plus explicite encore, Hermolao souligne quelles doivent être les qualités de l'ambassadeur. On attend de lui qu'il soit fidèle, obéissant, sage, prudent, qu'il fasse preuve de discernement et de diligence. La prudence, prudentia, occupe une place primordiale dans l'action de l'ambassadeur. Cette vertu, concrète et positive, guide le légat dans ses actions. Dans la tradition aristotélicienne, qui inspire ici Hermolao, cette vertu de prudence porte sur l'action concrète. Cette prudence s'acquiert par l'expérience, mais repose également sur des qualités innées. À la prudence s'adjoint l'humilité. L'ambassadeur ne doit jamais s'estimer supérieur à ceux qui l'ont mandaté. Le De Officio Legati nous est parvenu par le biais de 10 manuscrits, inventoriés par Vittoria Branca en 1969. Aucun de ces manuscrits n'est autographe. Aucun d'eux n'émane non plus de la main de son fidèle secrétaire, auquel nous devons d'avoir conservé une partie importante de ses écrits. Ces manuscrits nous livrent que peu d'informations sur leurs usages et sur leur circulation. Seules quelques marques de lecture, annotations, témoignent de l'attentive lecture dont ils ont fait l'objet. Comme le relève également Vittoria Branca, la quasi-totalité des versions manuscrites du traité d'Hermolao sont copiées dans de simples fascicules, le plus souvent de petite taille, qui témoignent de l'usage personnel auquel ils étaient certainement destinés. S'ils avaient été copiés à l'intention d'un prince ou d'un représentant de la cour, leur forme aurait été certainement très différente, plus précieuse, plus prestigieuse. D'ailleurs, aucun des manuscrits ne provient d'une bibliothèque princière. Notons également que 6 manuscrits sur les 10 répertoriés ne sont jamais sortis de leur contexte vénitien. Je souhaite attirer votre attention sur l'un de ces manuscrits, conservé à la Bibliothèque du Vatican sous la cote 5392. Ce manuscrit a appartenu à l'érudit et fameux imprimeur vénitien Aldo Manuzio, dont la collection, ou du moins une partie, est entrée dans la bibliothèque pontificale en 1600. Le texte du De Officio Legati que l'on voit apparaître dans ce manuscrit est de la main de Manuzio, qui utilise ici une écriture cursive, rapide. Cette écriture cursive a vu le jour au XVe siècle dans les chancelleries d'Italie et s'est rapidement diffusée dans les pays avec lesquels l'Italie entretenait des relations, notamment commerciales. Elle devient progressivement l'écriture courante de l'Occident et notre écriture actuelle en découle. Cette version manuscrite a servi à l'établissement de 2 éditions imprimées. L'une établie par Angelo Maria Querini et imprimée à Rome en 1750, avec des compléments à Brescia en 1761. Une seconde, faite par Vladimir Rabar en 1903, qui elle aussi contient de nombreuses erreurs et lacunes.
Le De Officio Legati, dans lequel Ermolao cherche à dresser le profil de l'homme idéal, a probablement été perçu comme un manuel, un ouvrage didactique, une sorte de vademecum fournissant des normes comportementales utiles non seulement à l'ambassadeur, mais également aux nobles, aux patriciens vénitiens et dans une certaine mesure aussi à l'homme de cour. L'œuvre d'Ermolao Barbaro apparaît en effet comme une forme d'anticipation et de prélude à la formation du courtisan que proposera, 40 ans plus tard, Balthazar Castiglione dans son livre du courtisan, qui servira de manuel de savoir-vivre dans les cours européennes.